Bonjour ou bonsoir à vous tous. Nous sommes le samedi 11 janvier 2025. Merci à toutes et à tous d'être avec nous dans le monde en 7. Vous connaissez le principe de l'émission. On fait le tour d'horizon de sujets marquants de l'actualité du continent et du Togo. Et pour ce jour, nous avons, comme toujours, choisi 4 sujets. On va réagir, comme d'autres dirigeants africains, aux propos du président Emmanuel Macron, lesquels propos continuent toujours par susciter donc des réactions. On ira du côté du Tchad pour analyser cette attaque contre le palais présidentiel. Heureusement, plus de peur que de mal. Du côté de la Guinée-Conakry, un opposant a été condamné à 2 ans de prison pour outrage au chef de l'État. Et puis au Togo, le gouvernement qui annonce 14 000 nouveaux fonctionnaires pour 2025. On va faire le point de tous ces sujets avec mes 2 invités du jour, Louis Magloire Kemayou. Louis Magloire Kemayou, il est directeur de New World Economy, c'est la chaîne Économie. Les journalistes, Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Heureuse année. Merci à toi également. Bonne année, bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup. Deuxième invité, Nourdine Didier Alou. Il est journaliste et puis directeur d'Africa Dev. Didier Alou, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'accepter notre invitation. Merci. Alors, je l'ai dit, avec vous, on va faire donc le tour d'horizon des sujets que j'ai présentés. On va parler donc de ces propos du président français Emmanuel Macron, qui était en rencontre avec les diplomates français et parmi les sujets d'échange, la relation entre la France et le continent africain. Emmanuel Macron a eu des phrases qui ont fâché les dirigeants africains. Entre autres, ils ont oublié de nous dire merci. Macron le dit à propos de ces pays qui ont bénéficié des interventions françaises et dont la France a été chassée manu militari, allusion à peine voilée au Tchad, au Mali, au Burkina, au Niger surtout, et il a estimé que dans ces pays, si la France n'était pas intervenue, les dirigeants ne seraient plus à la tête de pays souverains aujourd'hui. La question que l'on se pose tout de suite, Louis Magloire Kemayou, est-ce qu'un dirigeant devrait dire ça? C'est vrai que c'est assez surprenant de la part d'un président de la République qui s'adresse à ses ambassadeurs, parce que la France a quand même l'un des réseaux diplomatiques les plus denses du monde, qui s'adresse donc à ses ambassadeurs lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, et qui tient de tels propos. Il n'a pas spécifié les pays, et sa communication a vite fait de dire « Non, vous avez mal compris, on ne s'adressait pas à qui vous pensez, certains pays sont plus visés que d'autres, même si on ne les a pas nommés. » Mais c'est clair que quand on est président de la République, surtout d'un pays comme la France, qui a connu l'esclavage, enfin, qui a connu une période pendant laquelle elle a eu des esclaves, pendant laquelle elle a colonisé, une période pendant laquelle les ressortissants des anciennes colonies sont venus servir la France, et ça s'est terminé parfois par le massacre du camp de Thiaroye, sur lequel personne n'est jamais revenu jusqu'à présent. On peut pas tenir de tels propos. D'ailleurs, François Hollande, lorsque l'armée française était intervenue pour Serval, avait dit que ça lui rappelait cette intervention française, cette intervention des soldats africains en France qui étaient venus se battre pour la patrie, et que c'est pas la dette de sang contre la dette de sang, mais au moins on est sur une certaine sorte de forme de reconnaissance de l'apport de l'Afrique par rapport à la lutte contre le nazisme. Et là, on se retrouve avec un président français qui balaie tout d'un revers de main et explique que pour 58 soldats qui sont tombés, on devrait dire merci à la France, Mais comment l'histoire a commencé? Voyons aussi cela. Tout a été dérégulé avec l'intervention française en Libye. La France n'était certes pas seule, mais cette intervention avait été voulue principalement par son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui avait décidé contre l'avis des pays voisins de la Libye, contre l'avis de l'Union africaine, d'intervenir. Or, la Libye disposait d'un arsenal militaire très important, et l'OTAN, qui a fait cette opération, a distribué un supplément d'armes aux rebelles qui ont renversé Kadhafi. Et donc, après le bombardement de la Libye, il n'y a pas eu ce service après-vente qui aurait permis de neutraliser les armes qui circulaient depuis la guerre en Algérie dans les années 90, qui s'est renforcée avec les guerres civiles en Afrique de l'Ouest, notamment Sierra Leone et Libéria, et qui aujourd'hui a transformé le Sahel en véritable poudrière. Voilà. Est-ce que, Nourdine, quand vous regardez d'abord la réaction
notamment, il y a eu le Sénégal, à travers son Premier ministre qui a vivement réagi. Le Tchad également a vivement réagi. Mais quand vous regardez, vous écoutez les réactions aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que ces propos est indignés sur le continent? Oui, absolument. Ces réactions sont tout à fait compréhensibles dans la mesure où c'est une occasion pendant laquelle on s'attendrait plutôt à ce que le président français essaye de penser un peu le cœur, essaye de penser, de réparer ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, mon co-débatteur le rappelait à l'instant, la France a été chassée de certains pays, notamment des pays du Sahel et plus récemment du Tchad. Mais on s'attendrait à ce que ce soit une occasion pour délivrer un message qui renforce l'image de la France en Afrique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Le président Macron est passé complètement à côté. Voilà pourquoi les réactions, lui-même ne devrait pas être étonné. Ces réactions sont tout à fait normales. Et moi, je trouve que les réactions ne sont pas suffisamment chargées de véhémence, n'ont pas été, je veux dire que les réactions, on aurait à avoir plus de ton du côté des Africains. Mais ce qu'il faut surtout comprendre à travers ce discours, c'est que le président français n'a toujours pas encore changé de logiciel comme cela est demandé. Et le président français ne semble pas intégrer jusqu'à présent ce qui a fait mal aux Africains, notamment à la jeune génération, totalement décomplexée, je le rappelle, de considération. Et il n'a pas intégré les préoccupations actuelles de la jeunesse et de la génération présente en Afrique. Et depuis un certain temps, ce que lui-même, le président Macron, a qualifié de sentiment anti-français lors du sommet de Pau il y a quelques années, en présence des dirigeants du G5 Sahel de l'époque, qu'il avait convoqué. Qu'il avait convoqué. C'était justement, en fait, les Africains en sont arrivés à un point où ils ne veulent plus d'injonctions, ils ne veulent plus de ces tons paternalistes, ils ne veulent plus D'abord, qui a demandé concrètement à la France de venir faire quoi que ce soit? Mais on sait tous qu'ils sont là pour leurs intérêts, on sait tous pourquoi ils sont là. Et qui plus est, nous avons remarqué que le Mali les a chassés. Pourquoi? Parce que leur présence ne servait presque à rien. Donc il ne peut pas, lui, le président français, venir dire de le remercier pour une tâche à laquelle personne ne l'a invité. Et alors, qui a déjà remercié les tirailleurs sénégalais? C'est justement ce que le Premier ministre sénégalais a essayé de lui indiquer, que si les Africains n'étaient pas intervenus, surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, peut-être que la France serait allemande aujourd'hui. Est-ce que tout cela ne montre pas aussi qu'entre la France et ses ex-colonies, on n'a pas encore, j'ai envie de dire, ce sacrifice de vérité historique n'a pas encore été fait? Il y a véritablement des pages sombres que l'on n'a pas tournées. Je dirais même pas qu'on n'a pas tourné, mais c'est que les plaies restent vives dans tout cela. Et l'une des réponses qui a été très 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 commentée aussi, c'est celle de Elon Musk, qui dit: si les Américains n'étaient pas intervenus en Europe, la France aujourd'hui serait probablement partagée soit entre les Allemands, soit avec les Allemands, soit avec les Russes, qui les auraient colonisés à cette époque-là et leur auraient imposé leur culture. Et il n'a jamais entendu de remerciement de la part ni de la France ni des autres pays européens. Donc c'est dire que la question de la reconnaissance n'est pas juste une question de dire on s'est mis à plat ventre pour vous remercier. En réalité, ce que l'on attend ici, et comme le rappelait mon collègue, c'est que l'on soit dans un rapport où le politicien serve à rassembler. Le politicien n'est pas là pour raviver les flammes. Il est là pour aider à mieux rassembler les peuples, à mieux rassembler les citoyens et surtout à raviver ce qu'on appelle souvent l'amitié entre les peuples. La France a connu de mauvaises périodes ces dernières années au niveau des opinions africaines, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit avec les intellectuels, la population civile.
la manière dont il a parlé des intellectuels africains qui aujourd'hui incarnent le panafricanisme, qu'on le veuille ou pas, l'extrême droite dont on parle en Europe et qui incarne le souverainisme a son pendant en Afrique également. Et on ne peut pas pénaliser les gens pour ça. Chacun gère la situation à sa manière. Or, le président Macron a eu l'impression, lors du sommet France-Afrique qu'il avait convoqué en France et au cours duquel il n'a pas reçu les chefs d'État, mais directement discuté avec la jeunesse, qu'il pouvait régler ce problème par lui-même. Il a vu avec quel résultat éloquent il a obtenu à la suite de cela. Donc, je crois que quand on est dans une posture comme celle-là, qu'on a essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché, faut remettre la balle à terre et essayer de faire de la diplomatie pour le coup. Or, la diplomatie du président Macron, c'est un peu fort avec les faibles, faible avec les forts. Oui. En Ukraine, il a essayé de négocier avec la Russie. Le président Poutine a plus que manqué de respect vis-à-vis de lui. Je ne l'ai jamais entendu traiter le président Poutine des mots qu'il utilise concernant la diplomatie, concernant ses pairs africains. Son prédécesseur, enfin, ces ministres, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères ou du ministre des Armées, ont à plusieurs reprises manqué de respect vis-à-vis des dirigeants africains. Et quand lui-même, président de la République, incarne ce manque de respect, incarne cette arrogance, incarne cette attitude à la fois néocoloniale et inacceptable, insupportable de la part des opinions, je pense qu'on atteint un seuil d'irrespect qui ne peut plus être toléré, ni par les Africains citoyens, ni par les dirigeants. Et c'est normal qu'on ait eu cette levée de bouclier à la suite des propos que le président Macron a tenus. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut accuser et je pense que c'est le Tchad qui l'a dit en parlant d'attitude paternaliste, à la limite condescendante, mais quand on regarde en même temps, est-ce que les Africains eux-mêmes ne doivent pas se regarder dans la glace et se dire « nous avons prêté le flanc à cela ». Oui, mais c'est sûr. Mais de plus en plus, des voix se lèvent sur le continent africain pour dénoncer cet état de choses. Rappelez-vous, lorsque, je ne sais plus à quelle date le président Macron était au Burkina Faso, la blague de mauvaise goût qu'il avait eu à faire en présence de l'ancien président Roch Kaboré. Tout le monde s'en souvient. On a eu à dénoncer ça sur le continent. Rappelez-vous, en présence du président Tshisekedi, il en a fait pareil au Congo. Rappelez-vous, lui et ses ministres ont souvent eu des qualificatifs ou des phrases qui ne sont pas respectueuses ou respectables à l'endroit des dirigeants africains. C'est tout à fait... Je veux dire que en fait, le président français n'a véritablement pas encore compris le changement ou la mutation qui est en train de s'opérer sur le continent africain. Il a essayé, comme le disait mon collègue, il pensait qu'avec les dirigeants ça ne marchait pas et qu'il pouvait rallier les sociétés civiles. Il fait un sommet France-Afrique avec cette fois-ci pour la première fois les acteurs de la société civile les plus influents sur le continent africain, et il a compris que ça a échoué, et puisqu'il est fâché, il traite tout le monde de n'importe quoi, entre guillemets, on peut le dire ainsi, les présidents et les acteurs de la société civile. Je crois que la France devait se regarder dans une glace et se dire, ça ne marche plus, on met la balle à terre, traitons les Africains d'égal à égal, soyons des partenaires, et les choses vont mieux fonctionner à l'avenir. On n'a pas eu parce que j'ai parlé du Sénégal, j'ai parlé du Tchad. Je sais que la Côte d'Ivoire a accessoirement réagi parce que le président Macron a également laissé entendre que, en parlant du retrait des troupes, enfin de la fin de la coopération, ils disent que ça a été discuté et que la France a eu l'amabilité de laisser la primeur de l'annonce. Ça aussi, ça n'a pas énormément plu. Mais quand on regarde vers les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, personne n'a réagi. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour dire ça ne nous regarde plus? Non, on n'est plus concerné par les affaires de la France? La France n'y est plus présente, donc il n'y a pas de raison de commenter. En tout cas, militairement. Militairement. Ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Ils sont plus membres. Donc je pense que quelque part, ils estiment qu'à leur niveau, la question de la présence militaire française a été réglée, donc il n'y a plus à commenter les propos du président Macron. Mais on sait que ça s'adressait peut-être plus à eux. Oui, je crois qu'il y a eu un rattrapage dans la communication qui disait qu'il s'adressait plutôt
lorsqu'il y a eu le lever de bouclier contre son discours, je crois qu'ils ont essayé de rattraper pour dire non, il s'agit plutôt des 3 pays du Sahel. Mais au fond, on sait très bien qu'il va au-delà de ces 3 pays. Oui. Et puis, le manque d'élégance, il est quand même assez flagrant parce que même si vous avez eu l'intelligence ou la courtoisie de laisser les Africains l'annoncer, il n'y a pas de raison de venir le dire en public. Je trouve que là aussi, non seulement il y a un problème de communication, mais il y a beaucoup d'émotions qui entrent en ligne de compte et je pense que l'émotion est toujours mauvaise conseillère dans ce genre de circonstances. Moi, je considère aujourd'hui que les relations entre les pays africains et la France ont besoin d'une certaine refondation. On a fait les conférences nationales dans nos pays. Oui. Je n'appelle pas une conférence nationale sur les relations entre l'Afrique et la France, mais aujourd'hui, quand le président Macron diversifie ses partenariats, on a par exemple le Ghana qui commence à devenir un pays très important dans le dispositif, on a le Nigeria qui devient, les pays anglophones de façon générale. Il l'a dit lui-même. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire en narguant vos partenaires traditionnels. Je vois pas l'intérêt de le faire. C'est-à-dire, ce serait comme si aujourd'hui les Africains, parce qu'ils bénéficient de la coopération chinoise, turque ou israélienne, disaient les Français ne valent rien de toute façon, ils n'ont jamais rien valu. Et puis la croissance elle est de l'autre côté, les résultats on les a davantage de l'autre côté. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est dans une époque de diversification des partenariats. L'Afrique est le plus grand carrefour diplomatique et économique de la planète. On n'a pas à expliquer que les anglophones ou les francophones valent mieux que d'autres. Il n'y a pas de comparaison à établir. Il y a simplement à mener une coopération normale de partenaire à partenaire, gagnant-gagnant. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour la France, qui est aussi, il faut le dire, en perte de vitesse dans les pays qui étaient anciennement ses colonies, est-ce qu'il y a une manière pour elle aujourd'hui de recolmater les brèches? Bien sûr, pourquoi pas. C'est toujours possible de recolmater les brèches. Il suffit d'être franc. Et il suffit d'être franc, honnête et puis venir avec de bonnes intentions. C'est vrai que tout ce qu'on a connu sur le continent en matière de complications dans les relations France-Afrique ces derniers temps n'augure pas quand même de bonnes choses. Mais je pense que si la France comprend, le plus grand problème aujourd'hui de la France, c'est que la France n'intègre pas les réclamations sur le continent. Elle les méprise. Elle les méprise. La France ne les intègre pas. Et des fois même, je me demande qu'est-ce qui se passe pour que les Français n'arrivent pas à comprendre le besoin que sente la nouvelle génération africaine d'être traitée au même titre que tout le monde. Non, mais je fais la part des choses entre les dirigeants, entre la classe politique et le peuple français en lui-même. Je pense qu'au niveau de la société civile... Quand je dis la France, je parle évidemment de la France politique. La France politique. Oui. Je parle du gouvernement et de l'institution président de la République. Absolument. Oui. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Ça fait plusieurs années qu'on le rappelle, qu'on le martèle, mais on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas. Mais pour que les relations, il faut qu'on remette tout à plat et qu'on rediscute les clauses. Vous avez vu ce comportement qu'a adopté le président français. C'est le même comportement qu'il a adopté au Mali, au Burkina Faso, et puis c'est la même chose il en est de même au Niger. Parce qu'après le 26 juillet, le coup d'État qui a conduit le général Tiani au pouvoir, mais le général Tiani n'avait encore rien annoncé. Lui et ses compagnons d'armes n'avaient encore rien annoncé. Ils n'ont même pas demandé à la France de partir. Ils ont juste dit « revisitons les clauses » parce que nous constatons que ces clauses sont en désavantage créa de notre population. En termes de coopération militaire, par exemple, en termes de coopération économique, en termes miniers, c'est tout. Et pourquoi la France a tant de mal à comprendre que les autres aussi sont des êtres humains à part entière, qui ont besoin qu'on les considère, qui ont besoin qu'on fasse affaire avec eux d'égal à égal. Et la question demeure toujours, il y a eu les réactions en même temps et du côté des pays africains, lorsqu'on parle multilatéralisme, on ne peut pas aussi se passer de la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce côté-ci un changement de ton à adopter? Non, moi je crois que le multilatéralisme n'implique pas que l'on soit obligé de parler à tout le monde. Il implique juste que l'on soit à égale distance de tout le monde.
C'est tout. Je suis pas obligé de rester français, je suis pas obligé de parler français. Le Rwanda a fait la mutation, ça n'a choqué personne, personne n'en est mort. Pourtant, elle garde des rapports plus que courtois avec la France aujourd'hui. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, la posture qui est celle du président Macron de surréagir par rapport à l'attitude de certains dirigeants africains, par rapport au choix de certains dirigeants, par rapport aux prises de parole de certains intellectuels, elle est déplacée. Elle est profondément déplacée parce que nous n'avons jamais donné de leçons de patriotisme ou d'amitié à la France quand son Front National arrive au second tour des élections, par exemple. Personne n'a fait un commentaire désobligeant là-dessus. Donc, nous avons nos problèmes aujourd'hui de souverainisme. Parfois, on peut estimer que certains des intellectuels vont trop loin au-delà de la ligne jaune, voire rouge. Mais ça, c'est le problème des États africains. Ils vont le régler à leur manière. La France les a. L'Europe les a, les États-Unis les ont. C'est une montée que nous sommes en train d'observer, mais quand face à cela, on a une attitude aussi méprisante, aussi arrogante, aussi paternaliste, il est normal qu'en face, on vous renvoie exactement la même image, qu'on vous renvoie l'image de quelqu'un qui ne supporte pas la différence, qui ne supporte pas qu'une personne qu'elle estimait peut-être pas adaptée pour son développement se retrouve encore dans son périmètre et surtout joue un rôle qui peut être considéré comme néfaste pour son développement. C'est ce que disent certaines opinions et malheureusement, tant que nous n'arrivons pas à démontrer le contraire, il faudra que ça change. Et quand on dit que les Africains ne se critiquent pas suffisamment, je voudrais juste inviter ceux qui le disent à entendre ce qui est dit par rapport aux dirigeants africains, pris dans leur pays individuellement ou alors pris collectivement au sein d'organisations comme l'Union africaine ou bien la CEDEAO. Les critiques sont très vives. C'est pas comme si les Africains étaient aveugles à leurs fautes, aveugles à leurs manquements. Aujourd'hui, ils ont des problèmes qui sont liés au fait qu'ils ont pris un retard à l'allumage à cause de certains accords qui n'avaient pas été bien négociés, que ce soit sur le plan politique, militaire ou économique. Et il faut renégocier tout cela. C'est pas une insulte qui est faite à qui que ce soit, c'est juste une nécessité historique. Au regard de tout cela, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en droit de se dire, et moi je regarde un peu Emmanuel Macron, je vois sa jeunesse, que Emmanuel Macron n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire? C'est vrai que c'est une question, mais en même temps, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Emmanuel Macron a pris le pouvoir étant jeune. Peut-être qu'il croyait que c'est si facile, les questions de gestion d'État et les questions de coopération. Ce n'est pas si simple. Parce que là, il n'a pas compris qu'il y a un train qui est en marche. Parce que ce train Afrique qui a pris une nouvelle marche avec de nouvelles exigences, d'abord avec les dirigeants de nos États, mais ensuite avec les autres dirigeants avec lesquels nous sommes en coopération. Je crois que Emmanuel Macron n'a pas bien compris ce qui se passe sur notre continent. Et c'est peut-être par rapport, c'est son manque d'appréhension qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas totalement rentré dans l'histoire. Non, il est entré dans l'histoire. Moi, je ne dirais pas qu'il n'est pas entré dans l'histoire. En revanche, il est peut-être entré de la mauvaise manière. Pour une raison simple, c'est que de façon générale, la perte de vitesse de la France en Afrique ne date pas d'Emmanuel Macron. Elle date de plusieurs années. On peut la dater de la période de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que quand le mur de Berlin tombe, l'Europe a l'impression que si l'Allemagne se réunifie et que si l'Europe, après la division liée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se reconstitue comme une grande puissance, elle n'aura plus besoin de l'Afrique. Et parmi les pays qui ont cru cela, il y a notamment la France, parce que avant, elle bénéficiait d'une prééminence dans la plupart de ses colonies. Personne ne venait la challenger en Afrique. Or, aujourd'hui, vous remarquerez que et l'Allemagne, et l'Espagne, et le Portugal, et encore plus les États-Unis, viennent aujourd'hui challenger la France sur les territoires qui étaient considérés comme ses chasses gardées. Et donc, cette étape-là, la France l'a ratée. Emmanuel Macron n'était pas encore président. Après, il y a le fait que pendant un certain nombre d'années, la diplomatie française sur le continent africain a été plus militaire que civile. C'est-à-dire que les diplomates ont reculé et ce sont les militaires qui prenaient le devant. Et en plus, il y a eu la période de Sarkozy où pendant très très longtemps, la diplomatie française se passait à l'Élysée et non plus au niveau de la diplomatie. Et donc, tout ce réseau qui aurait dû servir à entretenir les liens, à maintenir les rapports
cordiaux avec les Africains, ces liens-là ont été distendus. Et Emmanuel Macron arrive là-dessus avec des fonctionnaires à la fois au Quai d'Orsay et à l'Élysée qui connaissent très mal le terrain africain. Et donc leurs réactions sont des réactions parfois théoriques. Ils partent de bons sentiments probablement en se disant ça, ce sera bon pour nous. Et donc si c'est bon pour nous, ça devrait être bon pour les Africains. Or, l'erreur est là. L'erreur est que c'est quand vous avez appréhendé les besoins d'une personne parce qu'elle les a exprimés que vous pouvez les satisfaire. Mais si vous voulez satisfaire au baromètre de votre satisfaction personnelle, forcément vous allez dans le mur. Et donc moi je crois que c'est pour toutes ces raisons-là, bonnes ou mauvaises, qu'aujourd'hui il y a un grand déphasage entre la diplomatie française et les diplomaties des autres pays européens et que cela se fait malheureusement au détriment de la France. On va faire le parallèle avec le sujet suivant parce qu'au Tchad aussi, il a été demandé à la France de plier bagage. On parle maintenant du Tchad pour évoquer cette attaque contre le palais présidentiel. 18 assaillants ont officiellement été tués. C'était mercredi soir après avoir tenté de prendre le siège du palais présidentiel en N'Djamena. Un acte isolé et désespéré, pour reprendre les mots du ministre français des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement. Les images montrent sur le sol des cadavres recouverts de draps tachés de sang, ce qui témoigne de la violence aussi bien de l'attaque que de la riposte. Alors, on a eu Nourdine Didier, j'ai envie de dire une sorte de cafouillage d'abord dans la communication. Mercredi, dès que l'attaque a eu lieu, les explications qu'on a eues, c'est que des individus, on parlait de drogués et tout cela, ont tenté d'attaquer le palais présidentiel. Après, on a essayé un peu de ripolliner cette communication, mais en tout état de cause, le palais présidentiel est l'un des lieux les plus gardés au niveau de N'Djamena. Les arguments, la communication, est-ce que vous êtes convaincu même du récit des faits? Oui, d'abord, il s'est passé quelque chose à N'Djamena, c'est au niveau du palais présidentiel qui n'est pas tout à fait bien expliqué, tant dans la communication que dans les faits, parce que, comme vous l'avez rappelé, on connaît le palais présidentiel en Afrique, c'est des lieux quand même qui sont très bien gardés, que des individus inconnus ne pénètrent pas aussi facilement. Alors moi, dès que j'ai appris ça, je me suis demandé, mais comment se fait-il que des gens totalement inconnus ont pu, et en quantité, en nombre, ont pu quand même intégrer le palais présidentiel? J'ai trouvé ça un peu surprenant. Mais ensuite, on a vu tout ce qu'il y a eu comme tergiversation après dans la communication. Et vous avez vu d'ailleurs le ministre porte-parole avec son pistolet accroché à la ceinture et qui essayait de rassurer et qu'on voyait des images. Ces images, c'est des images amateurs qu'on a vues dans un premier temps. Donc, je pense que on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ce jour-là, mais tout compte fait, c'est la conséquence de ce qu'il y a eu qu'il faut voir. Ça permet quand même au président Idriss Déby d'asseoir aujourd'hui son pouvoir, parce que là, on a remarqué que depuis un certain temps, il n'était pas encore tout à fait bien assis après les élections. On sent un balbutiement dans l'ancrage donc de son pouvoir. Alors aujourd'hui, avec cet événement, on peut, certaines analyses parlent de diversion. On a l'impression que bon, c'est une diversion qui est organisée pour permettre au pouvoir d'asseoir son autorité. Tout cela au regard justement de la clarté, du manque de clarté dans la communication et aussi dans les faits qui sont présentés. On a parlé d'un groupe d'une vingtaine de jeunes, 24 jeunes qui sont subitement arrivés dans un camion, qui s'en sont pris à la garde prétorienne et qui ont réussi à franchir le premier portail pour rentrer à l'intérieur. On dit qu'ils avaient peut-être quelques calaches, des machettes. Non, ils n'avaient pas d'armes. Je parle des premières communications. Expliquez cela après. Bref, connaissant les équipements qu'il y a à la présidence, le niveau de préparation de ces troupes-là, il y a eu une telle facilité à rentrer dedans que tout le monde se dit qu'il sait sans doute passer autre chose qu'on essaye de maquiller. Les images qu'on a vues elles ne permettent pas de faire le tour de la question. J'ai pas été à N'Djamena, donc je ne connais pas bien le dispositif. Mais ce que j'en sais, c'est que cette présidence-là
est l'une des plus fortifiées d'Afrique centrale et même du lac Tchad, si on peut s'exprimer ainsi, entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et autres. Je pense que c'est l'une des présidences les mieux gardées, les mieux équipées en termes d'armes. Les images que l'on voit et le commentaire qui a été fait, c'est que d'une part, ce sont des jeunes qui passaient dans une voiture qui est tombée en panne. Et quand ils sont sortis du véhicule, ils se sont orientés vers les gardes qu'ils ont poignardés. Puis sont entrés dans le palais, dans l'enceinte du palais. C'est là qu'il y a l'un des gardes qui a tiré, et puis les autres sont venus et ont continué de tirer. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de victimes dans le camp des jeunes assaillants. Est-ce que c'était un coup préparé? Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient sous l'effet de la drogue, comme on l'a dit, ou de l'alcool, ou l'effet combiné de la drogue et de l'alcool? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est comme l'explique mon frère en face, ça va probablement permettre au régime de durcir le ton sur le plan sécuritaire sans avoir à justifier autre mesure que par rapport à cette attaque-là qui a eu lieu. Maintenant, est-ce que cela signifie que les groupes armés qui étaient redoutés et qui pourraient se trouver en Libye ou au Soudan vont profiter de cet événement-là pour entrer à nouveau dans la capitale et tenter un coup d'État? Ça, c'est beaucoup moins sûr. La frontière la plus risquée est probablement celle du Soudan, où le président soudanais actuel, le général qui est à la tête du Soudan, n'est pas en odeur de sainteté avec Idriss Déby, Mahamat, mais que les groupes de Janjaïd qui sont soutenus par le sécessionniste est plutôt proche de Idriss Déby. Et comme il les soutient militairement, cela pourrait donner lieu à une tentative de riposte, mais il faudrait déjà traverser la zone des Janjaweed pour venir intervenir au Tchad. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, la situation est aussi déséquilibrée que cela en défaveur de Idriss Déby, ou si c'est à l'intérieur même de son camp que certaines personnes essaient de se débarrasser de lui. Toutes les hypothèses sont ouvertes, mais encore une fois, c'est très compliqué de lire. Le procureur de la République va s'exprimer. Peut-être qu'à la base de ce qu'il dira, sur la base de ce qu'il dira, on en saura un peu plus, à la fois sur les motivations, sur l'identité, et peut-être sur aussi le traitement qui sera réservé. Parce que les arguments qui ont été annoncés, tentative de déstabilisation, attaque en bande armée, enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été évoquées. Espérons qu'on aura un peu plus d'éléments pour apprécier l'événement dans les prochaines heures. Le président Idriss Déby lui-même s'est exprimé, il a eu cette phrase, ils ont voulu me vitrifier. Ah, la fameuse formule vitrifier. Mais qui voulait le vitrifier? Bon, au fait, je crois que il y a des faits qu'il ne faut pas négliger ces derniers temps, bien que tout le monde le sait, le fils Déby, à la mort de son père, a été adoubé et installé par la France. On sait ces derniers temps quel est l'état de la relation entre les deux pays, entre les deux présidents. Vous savez très bien que ces derniers temps, Idriss Déby semble se rapprocher un peu plus de la Russie et renforcer sa coopération avec les pays de l'AES. Est-ce que tout ceci est vu de mauvais œil? Est-ce que ceci peut attirer, peut faire réfléchir des ennemis à son sujet? Tout ça, ce sont des questions, mais tout compte fait, c'est la conséquence de cet incident ou de cet événement malheureux qui est plus important, à savoir que le pouvoir en N'Djamena, à partir de maintenant, va se durcir davantage. Et justement, est-ce que depuis le début, Idriss Déby cherchait en quelque sorte un argument pour durcir le ton? Non, je pense pas qu'il cherchait spécialement un argument, parce que c'est clair de mon point de vue que les oppositions aujourd'hui au niveau du Tchad, je dis les oppositions parce qu'il y a à la fois l'opposition civile et l'opposition militaro-politique. Donc on a ces deux catégories. Les deux sont relativement affaiblis de mon point de vue. Maintenant, certains estimant que s'il est lâché par son parrain, en l'occurrence Emmanuel Macron, président de la France, peut-être qu'il est beaucoup plus fragile. Et donc, ça peut susciter certaines velléités. Et puis, n'oublions pas que le Tchad est quand même dans cette zone rouge, où évolue Boko Haram, où le terrorisme n'est pas une invention, c'est pas une vue de l'esprit. Donc,
Tout est possible aujourd'hui. Au niveau des autorités tchadiennes, on nous a expliqué que ça n'a rien d'une attaque terroriste, que ce soit le procureur ou le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense. Personne n'a fait allusion à l'attaque des terroristes. Mais on est quand même dans une zone où sécuritairement, on a déjà durci le temps. Ouais. Si on durcit davantage, je sais pas ce que ça donnera. Mais ce qui est certain, c'est que sur le plan politique aujourd'hui, il faut arriver à faire en sorte que même les velléités qu'on a au sein de l'armée, qu'elles soient contrôlées au maximum. Qu'on n'ait pas la possibilité qu'il y ait un débordement qui débouche sur un assassinat ou un coup d'État. De toute façon, les deux aboutissant au même résultat, c'est-à-dire le renversement du président en place. Est-ce que vous voyez un quelconque lien entre cet événement et le départ des troupes françaises? Bon, parce qu'on a vu par le passé, l'armée française est plusieurs fois intervenue, sauver le pouvoir de Déby Père, parfois même aux portes de N'Djamena. Oui, c'est vrai. Mais surtout, ce qu'il faut aussi noter, c'est que après le coup d'État qui a eu récemment au Niger, après le coup d'État du 26 juillet 2023, n'oubliez pas que la France a voulu se servir de N'Djamena pour agresser le Niger. Ça, c'est un fait. Et que Idriss Déby n'a pas permis. Alors, et là, les services de renseignement ont publié ces informations après à Niamey, et même au lendemain du coup d'État, où les Américains étaient encore du côté, entre guillemets, un peu du côté du CNSP, on a vu que c'est eux-mêmes qui ont apporté l'information. Comme quoi, la France voulait se servir de N'Djamena, voulait planifier une déstabilisation à partir de N'Djamena. Est-ce que tout ceci, vu qu'ils ne sont plus trop en odeur de sainteté avec N'Djamena, est-ce que ça peut susciter certaines velléités? Tout ça, c'est des questions auxquelles il est difficile de répondre, tout de même avec les faits qui se présentent devant nous aujourd'hui. Mais pensez-vous que dans un pays comme le Tchad, on pourra, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que certainement le procureur de la République va communiquer, est-ce qu'on saura la vérité? Ça dépend des autorités. Si elles veulent qu'on donne toute la vérité sur l'histoire, on la connaîtra. Mais jusqu'aujourd'hui, on cherche encore l'assassin de John Fitzgerald Kennedy. On ne sait pas qui l'a tué. Donc, au niveau du Tchad, c'est à peu près la même histoire. S'ils sont d'humeur à communiquer de façon transparente, ils le feront. S'ils estiment qu'il y a un secret d'État à protéger ou un secret militaire à protéger, ils garderont la vérité pour eux et les populations et les médias n'auront droit qu'à la vérité que les autorités leur serviront. Ça pose aussi la question de la sécurité même des palais présidentiels sur le continent, parce que certains étendent la question vers là. Est-ce que, au-delà du dispositif qu'on voit, je veux dire en apparence, est-ce que les palais sont réellement sécurisés? Est-ce que nos chefs d'État sont en sécurité? Mais évidemment, c'est une question qu'on se pose, parce que si vous voyez les coups d'État qu'il y a eu ces dernières années et que vous voyez les tentatives, le nombre de tentatives qui s'annoncent dans plusieurs pays, on se pose évidemment, on est en droit de se poser cette question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, la stabilité des régimes dépend souvent de la stabilité politique des pays. C'est d'abord ça. Et la sécurité n'est pas une notion qui est stagnante, ça évolue. C'est comme vous avez un voleur qui veut venir voler quelque chose dans votre maison, quel qu'en soit ce que vous placez comme dispositif sécuritaire, le voleur, il est imaginatif, il essaie de prendre des initiatives, il teste vos installations plus souvent pour voir où est-ce qu'on peut avoir des failles. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, les palais présidentiels sont des lieux qu'il faut absolument fortifier, sécuriser, ça c'est tout à fait clair, mais en même temps, c'est un effort permanent que les services de sécurité des dirigeants fournissent chaque jour pour maintenir donc les chefs d'État et leur cadre de vie et de travail en sécurité. Vous avez le sentiment d'une protection véritable des chefs d'État? Non, je partage l'avis qui vient d'être exprimé. C'est que quelle que soit la sécurité que vous mettrez en place, si les gens veulent prendre votre palais, ils le prendront. Je ne crois pas que, et même si c'est pas au palais qu'ils vous prennent, ils vous prendront ailleurs. Donc vous vivez dans une société où l'idée c'est que vous amélioriez le quotidien des gens. Si vous ne le
faites pas, il y aura des soulèvements, il y aura probablement des attaques, vous serez en insécurité partout où vous irez. Mais je ne pense pas que la question de la sécurité des palais soit une question aussi préoccupante que cela. Quand on prend par exemple le palais ici à Lomé, l'ancien palais, il était dans une position assez difficile, c'est-à-dire juste à la frontière, il suffisait de presque rien pour arriver à Lomé et puis aller au palais présidentiel sans problème. Vous prenez des palais comme celui du Sénégal ou bien du Tchad, ils sont en pleine ville, donc la circulation se fait sans grande difficulté. Mais prenez le cas du Cameroun, le palais, il est très retiré. Vous prenez le cas du Mali également, c'est très retiré, c'est sur une colline, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une attaque contre un président. C'est sa garde qui s'en est pris à lui. Et donc, la question de la sécurité, elle fonctionne tant que tout le monde veut que ça fonctionne. Si vous avez des failles, à la fois sur le plan humain ou sur le plan militaire, il peut arriver que malgré toute la sécurité, malgré tous les obstacles, y compris géographiques et du relief, ça ne suffise pas pour garantir votre sécurité en tant que président. Mais quand le président tchadien dit qu'ils ont voulu me vitrifier, je suis sûr qu'il lâche ses propos après avoir eu un rapport complet de la situation, ce qui veut dire que quand même c'est beaucoup d'audace de la part de ces gens venus. Ce que je lis devant moi, ils disent que ils sont arrivés devant le palais dans un camion. Les assaillants civils ont simulé une panne de leur véhicule avant d'attaquer les gardes. Vous savez que dans la plupart des pays, les palais sont contigus à la chaussée. Il y a la circulation. Pas toujours. Je vous disais, dans un certain nombre de pays, c'est contigu à la chaussée. Est-ce que tout cela est gage de sécurité pour le locataire? Ce n'est peut-être pas gage de sécurité, mais ce que je voudrais relever, c'est que l'enjeu ici n'est pas juste d'assurer la sécurité physique des présidents. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance. Vous voyez, si aujourd'hui un président peut, sans grande difficulté, aller faire un bain de foule, c'est toujours bien pour tout le monde. À la fois pour lui, parce que il se sent apprécié de sa population, et pour les populations qui ont l'impression d'être proches de leur chef. Donc, il faut plutôt encourager ce type de comportement. Et pour qu'on en arrive là, il faut tenir compte des engagements que l'on a pris vis-à-vis de la population. Il faut être également sensible aux évolutions qui parfois ne sont pas toujours favorables. On a eu par exemple sur le plan économique dans nos pays africains avec la Covid et après toutes les conséquences que cela a eu, des situations économiques très difficiles. Si vous restez insensible à cela et que la dégradation de la situation économique, la dégradation du pouvoir d'achat et de la qualité de vie des gens ne vous semble pas être une priorité, vous serez attaqué. Les gens n'auront plus rien à perdre, ils se jetteront sur vous, quitte à ce que vous vidiez tous vos chargeurs. Il y en a qui arriveront à vous attraper, même si vous êtes logé dans un souterrain. Ou ça, c'est pas un gage de sécurité. Donc, c'est pourquoi je dis l'enjeu de la sécurité physique pour moi n'est pas le plus grand enjeu. Et le président Déby, quand même, s'il ne s'agissait que de son palais et de sa protection, je crois qu'il a quand même de quoi tenir. Du temps de son père déjà, le budget que l'argent du pétrole a permis d'utiliser pour acheter et les armes, et les éléments d'écoute, et payer les entraînements des militaires, constituer cette force qui peut permettre de repousser la plupart des attaques, fait que même s'il y a cette fragilité, il a quand même de quoi répondre devant une attaque. Il pourrait tenir pendant quelques jours quand même, même sans être approvisionné de l'extérieur. C'est quand même une situation qui intervient, j'allais dire, quelques semaines après une attaque. Cette fois-ci, elle était terroriste d'une position de l'armée. Plus d'une quarantaine de militaires ont été tués. Quand on regarde tout cela aujourd'hui, est-ce que sous Déby fils, le Tchad, j'ai envie de dire, est beaucoup plus pacifié que sous Déby père qui faisait face à beaucoup de rébellions? Non, mais toute la zone du Sahel est en proie au terrorisme. On sait que il est difficile d'établir un bilan. Même si le terrorisme a évolué, on peut le dire. Depuis Déby père jusqu'à Déby fils, le terrorisme a évolué, pas seulement au Tchad, mais dans toute la zone. Dans toute la zone, le Tchad, le Mali, toute la zone sahélienne. Donc on ne peut pas dire que cette lutte-là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Et c'est cette question, justement, qui crée, ces derniers temps, toute l'embrouille que vous voyez entre les pays du Sahel et la France. Mais est-ce que Déby fils en fait un peu plus en matière de sécurité que Déby père? Bon, déjà que les efforts ne doivent pas être des efforts simplement
sur le plan national, ça doit être des efforts qui sont coordonnés. Ouais. Or, l'une des meilleures expériences qui a été faite, c'est le G5 Sahel, et que ce G5 Sahel aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, là où nous sommes, on peut dire que la sécurité est plus renforcée au Tchad que aujourd'hui qu'hier avec le père Déby? Ça, c'est une question sur laquelle il va falloir faire des investigations. Ouais. Moi, je crois que sur le plan géostratégique, les choses ont évolué. C'est-à-dire que même contre sa volonté ou sans son intervention, la situation a beaucoup évolué. La Libye est très loin. Lancer une attaque depuis la Libye est inenvisageable. Elle peut se faire, mais on a le temps de voir venir et surtout de riposter. L'attaque depuis le Soudan, comme je vous l'expliquais, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que il faut passer les Janjaouid avant d'arriver à N'Djamena. Du Cameroun, je ne pense pas que ce soit envisageable. Donc, sur le plan de la sécurité pure et dure, ça s'est apaisé sans qu'il y ait besoin d'intervenir véritablement. C'est parce que la situation a changé dans les pays voisins que pour le Tchad aujourd'hui, on peut estimer peu ou prou que ce n'est que de l'intérieur que le mal peut venir, qu'une attaque peut venir. Elle peut venir de l'intérieur de l'armée, j'entends, ou de la famille. Maintenant, est-ce que le président Déby, fils, a fait plus que son père? Il a diversifié les partenariats. Il s'est affranchi de la tutelle française, mais il s'est pas affranchi sans avoir pris des dispositions. Les États du Golfe aujourd'hui, ils s'en approchent. Le Qatar ou les Émirats font aujourd'hui partie des nouvelles personnes avec lesquelles il traite. Est-ce que c'est pour le bien du pays ou pour son bien personnel? Ça, seule l'histoire nous le dira. Les Russes également sont pour lui des partenaires importants. La Centrafrique est juste à côté, et même le Soudan où la Russie intervient. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois qu'aujourd'hui la question de la sécurité au niveau du Tchad ne se pose plus avec la même acuité que du temps du père. Et donc à partir du moment où il a cette paix relative, les deux questions qui peuvent le préoccuper, ce sont les questions du terrorisme et la question d'un coup d'État militaire qui pourrait venir des rangs de sa propre armée. Ça nous amène à la pause maintenant pour suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et nous serons de retour pour la deuxième partie.